en parlait en début de semaine, les blessés gilets jaunes sont-ils fichés par le personnel hospitalier? Eh bien, selon le Canard enchaîné, la réponse est oui. Document à l'appui, le journal assure que la consigne d'inscrire les identités des blessés, et pas seulement leur nombre, a été donnée aux hôpitaux parisiens le 16 mars notamment. Gérald, vous nous en aviez parlé, hein, vous l'aviez constaté, vous samedi, vous étiez de garde à l'hôpital. J'étais de garde, encore une fois, c'est pas politique, mais c'est juste déontologique. Quand j'ai l'administrateur de garde, un directeur, un administratif qui me demande de ficher, c'est-à-dire de rentrer dans un fichier les identités gilets jaunes, je dis non, parce que ce soit gilet jaune, que ce soit couleur de peau, que ce soit discrimination raciale, sexuelle, etc., c'est anti-déontologique. Alors, quand je l'ai tweeté, ça a beaucoup buzzé, etc. Mon directeur général a dit non, mais on rentre pas les noms, et donc je suis content de découvrir. Le directeur général de l'AP-HP disait on ne nomme pas. Oui, c'est quantitatif, c'est un fichier qui est utilisé pour les attentats, qu'on utilise pour tracer les victimes. En termes quantitatifs, c'est important, ou nominativement, mais quand il y a un intérêt pour la victime, c'est-à-dire quand il est pris dans un attentat pour informer les familles, etc. C'est pas du tout le cas dans les violences urbaines et avec les gilets jaunes. Donc ce fichier est détourné, ou à mon sens a été détourné pour une utilisation qui est un fichage d'ordre là politique, ou en tout cas vous êtes présent à une manifestation, et ça, déontologiquement, j'ai trouvé ça inadmissible. Donc il a été rétorqué, non, ce sont juste un dénombrement quantitatif pour adapter les moyens. Et là, je suis content de voir que le Canard enchaîné, qui a manifestement enquêté, et retrouve un mail mettant tout simplement qu'il faut rentrer les identités, nom, prénom, en temps réel dans ce fichier qui remonte au ministère de la Santé et qui est communiqué je ne sais pas où. Et ça, en tant que soignant, c'est antidéontologique, et je trouve ça extrêmement grave parce que c'est le gilet jaune, mais demain, c'est quoi? Est-ce qu'on vous a demandé aussi de rentrer les noms et les prénoms des policiers blessés, par exemple? Alors non, parce qu'il se trouve que les policiers blessés ne sont pas amenés dans les mêmes hôpitaux. D'accord. Donc ça fait que ce fichage, il est clairement un fichage gilet jaune. Alors c'est pas que dans mon hôpital, hein, puisque manifestement c'est toute l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est tous les hôpitaux. Mais il faudra qu'ils répondent et qu'ils s'expliquent. Et qu'ils fassent pénitence, si c'est vrai et confirmé. Voilà, le message est passé en tout cas. Soyons-en bien convaincus, puisque c'est Bruno Le Maire qui le dit. La privatisation des aéroports de Paris est une nécessité absolue. C'est dommage pourtant, pour une fois qu'une entreprise rapportait des gros sous-sous à l'État, 130 millions d'euros de dividendes par an, ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas la SNCF qui ne pourrait pas en dire autant. Alors, regardons un petit peu en détail ce que nous dit notre bon ministre, qui est sûrement très compétent puisqu'il a été nommé ministre. La privatisation d'ADP, à laquelle se rajoutent Engie et la Française des Jeux, aussi concernées par l'opération, devrait rapporter entre 15 et 20 milliards d'euros à l'État. Une partie serait utilisée pour rembourser un peu de la dette publique et une autre partie servirait à créer un fonds de 10 milliards d'euros. Ce fonds serait placé sur les marchés financiers et pourrait, selon les prévisions du gouvernement, rapporter 250 millions d'euros par an, sauf crise boursière évidemment. Et ces 250 millions d'euros serviraient à financer des projets innovants que la France n'aurait pas les moyens de financer autrement. Alors, petit problème, les dividendes cumulés d'ADP, d'Engie et de la Française des Jeux rapportent déjà par an la somme rondelette de 800 millions d'euros. Si l'on résume bien, j'essaye de comprendre. L'État vend des entreprises pour financer de manière très hypothétique un fonds hautement spéculatif et donc incertain, et pour toucher à hauteur de 250 millions peut-être des dividendes. Alors que les entreprises que l'on met sur le marché rapportent en ce moment de manière certaine 800 millions par an. Alors, j'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre. Tout cela est sûrement très logique, mais beaucoup trop intelligent pour mon modeste cerveau. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des banques qui, au passage, vont toucher de considérables commissions et gérer dans la durée un fonds spéculatif très largement doté par notre argent. Bref, je conclurai en disant...
bravo et merci pour la France, cher Bruno Le Maire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Les Américains vont installer des armes lourdes et des soldats en Pologne et dans les pays baltes. Poutine se laisse pas faire et dit très bien, moi je vais vous présenter mon nouveau sous-marin nucléaire et puis je vais installer 40 missiles balistiques intercontinentaux équipés de nucléaire si besoin. Ça s'appelle l'escalade, c'est le début de la guerre, c'est une forme de nouvelle guerre froide. Oui, ça fait vraiment peur. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des nouvelles armes russes et des conséquences géopolitiques qu'elles entraînent. Mais avant de vous les présenter, je vous propose d'abord de faire un petit point sur où on en était au niveau de l'armement avant la divulgation de ces nouvelles armes le 1er mars 2018. Aujourd'hui, et ce depuis maintenant une cinquantaine d'années, la plus grande menace est la menace nucléaire. Les armes nucléaires sont transportées soit à l'aide d'un missile aérien, soit d'une torpille, soit par un bombardier. L'arme de prédilection nucléaire, c'est le missile. Pour stopper un missile, il faut donc mettre en place un système de défense anti-missile. Comment est-ce que ça marche ? Eh bien, un satellite capteur est placé en orbite dans l'espace et repère le missile. Oui, car les missiles conventionnels quittent l'atmosphère. Ensuite, un réseau de radars au sol suit la trajectoire du missile. Et enfin, un intercepteur est envoyé à très grande vitesse pour détruire le missile en plein vol. Les Américains et les Russes se sont empressés de mettre en place ce système. Cependant, un accord de 1972, le traité ABM, anti-balistique missile, restreignait la disposition de systèmes de défense à un site uniquement. Les États-Unis décidèrent de protéger une zone de lancement de missiles intercontinentaux basée à Grand Forks et la Russie choisit Moscou. Donc pas de course au système de défense et stabilisation de l'équilibre entre les puissances. C'est ce que l'on appelle la doctrine MAD, Mutual Assured Destruction, soit destruction mutuelle assurée. En effet, si l'on restreint la mise en place de systèmes antimissiles, on s'assure que l'un se prenne bien le missile de l'autre. Et donc, on va réfléchir à deux fois avant de déclarer la guerre. Le problème est que le 13 juin 2002, les États-Unis sortirent du traité ABM. Et depuis leur sortie, ils sèment des défenses antimissiles un peu partout. Mais vous allez voir, leur disposition a une logique assez évidente. Les États-Unis placèrent au nord et sur les côtes est et ouest, ainsi que sur le Groenland, les systèmes de radar et d'interception. Pourquoi sont-ils disposés ainsi ? Eh bien, les missiles n'ont pas une portée illimitée, et donc la défense des trajectoires les plus courtes est la plus judicieuse. Le chemin le plus court pour la Russie d'atteindre le territoire américain, c'est de passer par le pôle Nord. C'est ce qui explique notamment le radar au Groenland. Et puis, la défense de la côte ouest, car c'est le second chemin le plus court pour la Russie, mais aussi pour la Chine. Mais les Américains ne se sont pas arrêtés là, et ont placé des systèmes de défense un peu partout dans le monde, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes, en Israël, au Koweït, au Qatar, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, en Roumanie, en Pologne, en Suède, bientôt en Suède. Les Américains justifient cela en expliquant que c'est pour lutter contre le terrorisme et protéger leurs alliés. Mais enfin, je veux pas remettre en question comme ça ce qui est dit, mais ça semble circonvenir la Russie là, non ? Bon, toujours est-il que les Américains dépensent une dizaine de milliards de dollars par an dans la création de ces systèmes de défense, qui, en plus, marchent pas hyper bien. Les États-Unis, en quittant le traité ABM et en entourant ainsi la Russie de défense antimissile, brisèrent la doctrine MAD, puisque ceux-ci pouvaient attaquer la Russie sans craindre de représailles. L'équilibre était donc brisé. De plus, l'OTAN et l'UE, en acceptant les défenses américaines sur le sol européen, ternirent leurs relations avec la Russie qui se sentait, légitimement on peut le dire, visée. Maintenant que le cadre est plus ou moins posé, passons à la présentation de ces fameuses armes. C'est M. Poutine qui nous les présente lors d'une conférence rassemblant parlementaires et gouverneurs le 1er mars 2018. Petit préambule avant la description des armes, les vitesses qui vont être annoncées entre 10 et 20 fois la vitesse du son sont proprement stupéfiantes. À titre de comparaison, l'avion américain le plus rapide ne dépassait pas les Mach 4, c'est-à-dire 4 fois la vitesse du son. Nous avons tout d'abord le Sarmat, qui est un missile de croisière ayant une portée illimitée et capable de porter plusieurs ogives nucléaires. Ces ogives, elles s'appellent les IOU-71. Elles peuvent développer une vitesse avoisinant les Mach 10, soit 11 000 km/h, et chacune d'elles a sa propre trajectoire. C'est un des dispositifs balistiques les plus redoutables au monde, officiellement. Ensuite, nous avons le Kinjal, qui signifie poignard.
Le Kinjal est un missile balistique dont le fonctionnement est classique, pouvant porter une tête nucléaire, disposant d'une portée de 2000 km et atteignant lui aussi la vitesse de Mach 10. Donc ici, contrairement au Sarmat capable de larguer plusieurs ogives indépendantes hypersoniques, c'est le missile lui-même qui est hypersonique. Vient après le Burevestnik. Ce missile, encore un, dispose d'une portée illimitée lui aussi, et fonctionne à l'aide de la propulsion nucléaire. Si les fonctionnements des appareils vous intéressent, je vous conseille d'aller regarder la conférence de Jean-Pierre Petit, jointe dans la description. Ce missile peut voler à une altitude extrêmement basse et peut suivre les reliefs. Vous l'avez compris, ces 3 missiles ont pour objectif de passer à travers les défenses antimissiles. Et si effectivement ils fonctionnent comme nous l'indique M. Poutine, c'est tout le système de défense américain qui devient obsolète. Poutine nous présente 2 autres armes. Le Poséidon, qui est une sorte de drone sous-marin extrêmement rapide, disposant d'une autonomie presque illimitée, résistant à de très hautes pressions et capable de porter une importante charge nucléaire. Et enfin, le projet Avangard, qui comprend un planeur hypersonique capable d'atteindre lui les Mach 20. Ces 2 appareils représentent aussi officiellement une grande avancée technologique. Il esquisse également un système d'armes laser efficace. De plus, la Russie a testé avec succès l'année dernière le Krasuka 4, leur système de brouillage dernier cri. Il faut savoir que les brouilleurs russes sont extrêmement efficaces, et les Américains en ont déjà fait les frais en Syrie notamment. Bon, donc la première chose que l'on peut dire, c'est que Russes et Américains repartent techniquement sur un pied d'égalité. Les systèmes de défense américains sont obsolètes et ne peuvent donc plus stopper les missiles russes. On peut alors supposer une réapplication de la doctrine MAD. Du coup, les sites de défense antimissiles, à quoi ils servent maintenant? À faire joli? C'est des radars de détection, mais ils peuvent détecter ce que vous leur demandez de détecter, donc toutes les activités russes. Et il faut aussi que, voilà, ça c'est un aspect, je dirais, technique et stratégique, mais aussi un aspect qui est politique, c'est-à-dire que, à mon avis, le premier objectif qu'ont eu les Américains en mettant en place ce bouclier antimissile, c'est la militarisation définitive du sol européen à leur avantage. C'est-à-dire que maintenant, vous avez dans la plupart des pays d'Europe, heureusement pas en France, ça c'est grâce au général de Gaulle, eh bien vous avez des systèmes qui font que politiquement, les États-Unis contrôlent tous les pays dans lesquels ils sont. Et on l'a bien vu notamment avec Matteo Renzi, c'est-à-dire que tout indépendant, tout poutinophile qu'il soit, il ne remet pas en cause l'espace d'un instant le fait que l'Italie soit un porte-avions américain en Europe. Aujourd'hui, la volonté de Trump, c'est de faire payer à ses vassaux leur vassalité. Voilà. Normalement, dans le rapport de maître à vassal, le vassal paye la protection de son maître en lui mettant à disposition des armées. Ce qui était pour l'instant le cas d'ailleurs des pays de l'OTAN, c'est-à-dire on met notre armée à la disposition des États-Unis. Oui. On l'a vu en Afghanistan par exemple. Mais en plus maintenant les Américains veulent là dans une vision un peu plus Chicago on va dire plus Al Capone, et veulent en plus raqueter les pays qu'elle protège. Mais comment ça? Elle voudrait qu'en fait dans le budget des États il y ait une partie qui soit allouée à l'armée américaine pour la remercier d'occuper les bases sur les territoires européens. L'autre démonstration qu'a fait la Russie, c'est qu'elle a des fossés technologiques, elle a creusé des fossés technologiques dans certains domaines, puisqu'elle est en retard dans d'autres. Elle a creusé des fossés technologiques avec les Occidentaux et principalement avec les États-Unis. Mais ça, c'est non seulement le cas donc des missiles, mais également dans le domaine de la guerre électronique. Et ça, c'est d'ailleurs, ça c'est pris en compte désormais par Washington. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse spécialisée qui sont sortis là-dessus, en disant que le fait d'avoir tout investi dans la furtivité est une grave erreur, puisque finalement, là, en croyant à la furtivité, ils ont sous-estimé l'importance de la guerre électronique, et la Russie est passée maîtresse dans ce domaine-là. Poutine est un homme politique suprêmement intelligent, un manœuvrier hors pair, comme il l'a montré. Et finalement, voilà, ce qui provoque, c'est une course à l'armement à laquelle il va pas participer. Et maintenant, écoutons la conclusion de M. Poutine. СТО не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et camarades, n'oublie pas, fais passer l'info.